Ma mère a dépensé l'argent de mon opération pour le mariage à 135 000 $ de ma sœur et a dit, tu te débrouilleras. C'est ce que j'ai fait. Je me suis débrouillé pendant 11 ans. Puis elle a appelé, en pleurant à propos de l'opération de ma sœur, et j'ai utilisé ses propres mots. Les relevés bancaires sont arrivés un mardi, dans une enveloppe en papier craft si ordinaire que j'ai failli la laisser sur mon bureau jusqu'après le déjeuner. 8 pages, imprimées au laser. L'historique du compte était celui d'un UTMA, un compte de dépôt en vertu de la loi sur les transferts uniformes aux mineurs, ouvert à mon nom en 1998 dans une coopérative de crédit du comté de Gloucester, dans le New Jersey. Par une femme nommée Edna Marsh qui m'asseyait sur le sol de sa cuisine avec un grand livre en cuir et un crayon sans gomme et m'apprenait que les chiffres ne mentent pas, mais les gens si. J'avais demandé ces relevés par une lettre de mise en demeure certifiée 5 semaines plus tôt, en tant que bénéficiaire désigné ayant dépassé l'âge de la majorité. Armé de l'accord de compte original que ma grand-mère avait classé dans une boîte en cèdre avec un loquet en laiton dans son grenier, que j'avais récupéré 3 semaines avant la vente de sa succession. À laquelle j'avais assisté seul parce que ma mère était occupée à aider ma sœur Brooke à choisir des centres de réadaptation, et mon père était, comme il l'avait été pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, en direction du garage. J'ai versé mon café, je me suis assise et j'ai mis mes lunettes de lecture. Le compte contenait 82 416 $ le jour où j'ai appelé ma mère pour lui dire que mon chirurgien avait dit que j'avais besoin d'une arthrodèse vertébrale, sinon je risquais des lésions nerveuses permanentes à la jambe gauche. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. 82 000 $. Là, en attente. Le jour où j'ai demandé. Puis je suis passé à la page 3 et j'ai commencé à lire l'historique des retraits. Et j'ai fait ce que je fais depuis 17 ans en tant que comptable judiciaire. J'ai suivi les chiffres. Je les ai suivis jusqu'au pivoine. Je m'appelle Wendy Marsh. J'ai 36 ans. Je trouve le chiffre qui ne concorde pas. Je trouve l'écriture que quelqu'un espérait que personne ne lirait, enfouie à la ligne 47 d'un grand livre de 60 lignes, tranquillement assise entre deux transactions légitimes, attendant que quelqu'un ait la patience de regarder. Quand le service de facturation d'un hôpital ne peut pas justifier 800 000 $ de frais de traitement sur 4 ans, il m'appelle. Quand un chef de bureau fait des chèques à une société écran depuis une décennie, je trouve le schéma. Quand les comptes d'une organisation à but non lucratif semblent propres de loin et suspects de près, je suis le de près. J'ai bâti ce cabinet depuis un bureau à domicile avec des meubles d'occasion et un ordinateur portable Dell qui mettait 4 minutes à ouvrir Excel. J'ai maintenant 6 employés, une suite au 4e étage d'un immeuble à Cherry Hill, et une liste d'attente. Je l'ai construit dans un corset dorsal. Puis je l'ai construit avec une cicatrice chirurgicale. Puis je l'ai construit avec la concentration spécifique de quelqu'un qui comprend que l'alternative à la construction est simplement de ne pas construire, et que ce n'est pas quelque chose qu'elle est prête à accepter. Ma grand-mère m'a appris à regarder les chiffres. Edna Marsh avait 71 ans quand je suis né, et elle tenait ses propres comptes bien avant que l'on suppose que les femmes en étaient capables. Elle avait géré les finances du ménage pendant 43 ans avec un grand livre en cuir et un porte-mine. Pas de gomme, parce qu'elle considérait les erreurs d'arithmétique comme une forme de négligence plutôt qu'une fatalité, et la négligence était une habitude qu'elle refusait de tolérer. Quand j'avais 9 ans, elle m'a tiré sur le sol de la cuisine à côté d'elle. Pas à la table, sur le sol. Elle disait que le sol vous gardait honnête parce que vous ne pouviez pas prétendre être à l'aise. Elle m'a montré le grand livre. Colonne A, revenus. Colonne B, dépenses. Colonne C, solde. Elle m'a montré comment faire le rapprochement, comment trouver l'écriture qui était décalée de 11 centimes et comprendre que 11 centimes non traités devenait une habitude, et qu'une habitude devenait un système. Et qu'un système devenait finalement un chiffre assez grand pour avoir de l'importance. Les chiffres ne mentent pas, Wendy. Les gens, si. Les chiffres restent là jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à les lire. Elle a ouvert le compte UTMA quand j'avais 12 ans. Elle me l'a expliqué avec la même clarté qu'elle m'avait expliqué le grand livre. Loi sur les transferts uniformes aux mineurs. Compte de dépôt, irrévocable, à mon nom. Mes parents le géreraient jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, il serait à moi, légalement et complètement, sans aucune autre action requise. C'est pour ton avenir, a-t-elle dit. Pas pour autre chose. Juste pour toi. Elle est morte quand j'avais 19 ans. Un accident vasculaire cérébral, rapide, ce qu'elle aurait approuvé car elle ne croyait en rien de prolongé. Elle a laissé derrière elle la boîte en cèdre.
Le grand livre en cuir. 43 ans de compte de ménage. Et un compte à mon nom dans lequel elle avait déposé de l'argent pendant 7 ans. Argent d'anniversaire. Chèque de dividende. Virement de vacances. L'accumulation soigneuse d'une femme qui comprenait que l'amour exprimé en chiffres était un amour qui pouvait être compté. Solde final selon le grand livre, 67 400 $. J'avais 19 ans, j'étais à l'université, je pensais que l'argent était en sécurité. Je pensais beaucoup de choses qui se sont avérées fausses sur les personnes qui le géraient. J'avais 25 ans quand le pick-up a grillé le feu rouge sur la route 3. Je conduisais une Toyota Camry 2009, feu vert en direction du nord, 16h47 un jeudi d'octobre. L'impact est venu du côté passager, une collision à pleine vitesse à une intersection, et ce que cela a fait à ma colonne vertébrale a été de comprimer 2 vertèbres et de rompre le disque entre elles d'une manière que le radiologue des urgences a décrite. Avec le langage prudent de quelqu'un qui vous annonce quelque chose de mauvais, comme significatif et nécessitant un suivi urgent. Le suivi a eu lieu 3 jours plus tard, dans le bureau d'un chirurgien de la colonne vertébrale nommé Dr. Paul Aquindil, 15 ans de pratique, formé en fellowship. Le genre de médecin qui explique les choses en langage simple parce qu'il a constaté que les patients qui comprennent leur situation prennent de meilleures décisions que les patients qui ne la comprennent pas. Il m'a montré l'IRM, la compression, la rupture, le trajet nerveux affecté. Vous avez besoin d'une arthrodèse, a-t-il dit. L4, L5. Nous envisageons cela le plus tôt possible. Si nous attendons plus de 6 mois environ, vous risquez des lésions nerveuses permanentes à l'extrémité inférieure gauche. Engourdissement, faiblesse, peut-être une douleur chronique qui devient ingérable. J'ai posé des questions sur le coup. Il m'a donné une fourchette, au-dessus de 40 000 $ de ma poche avec ma couverture d'assurance de l'époque, peut-être plus proche de 48 000 $ selon la durée de l'opération et les soins post-opératoires. J'avais 43 cents dollars d'économie, mais le compte de Nana avait l'argent. Tout ce que mes parents avaient à faire était de signer l'autorisation. Je n'avais pas encore 21 ans. J'en étais à 3 mois près. Le compte était toujours sous leur gestion. Une signature, un appel téléphonique à la coopérative de crédit, et 40 000 $ pouvaient passer d'un compte de dépôt à un établissement chirurgical. J'ai appelé ma mère depuis le parking à étage devant le bureau du docteur Aquindil. Chérie, a-t-elle dit, et sa voix avait cette qualité qu'elle prend quand elle sait déjà ce qu'elle va dire et qu'elle choisit le point d'entrée. Ce compte ? Il ne reste presque plus rien. Le parking était froid. Des voitures passaient derrière moi. Comment ça, presque plus rien ? Tes études, quelques frais, il y a eu des ajustements. Maman ? Nana a laissé 67 000 $ sur ce compte. Elle m'a montré le grand livre. Quels ajustements ? Elle a changé de sujet pour parler des nouveaux rideaux de ma sœur. Versauge, a-t-elle dit, pour le salon. Je suis resté dans le parking avec mon dos qui me lançait et mon pied gauche qui commençait à faire ce truc. L'engourdissement intermittent dont le docteur Aquindil m'avait prévenu qu'il s'aggraverait, et j'ai écouté ma mère décrire des rideaux. Je me suis dit qu'elle était en train de digérer l'information, qu'elle allait se renseigner, qu'il y avait une explication raisonnable au mot ajustement et qui ne signifiait pas ce que je craignais qu'il signifie. J'ai rappelé la semaine suivante. Je suis toujours en train de regarder. La semaine d'après. La banque est difficile. La semaine suivante, elle n'a pas décroché. À ce moment-là, mon pied gauche s'engourdissait pendant des heures, et j'avais commencé à dormir dans un fauteuil inclinable parce que la position allongée aggravait la douleur, et je portais un corset dorsal au travail en disant à mes collègues que c'était une blessure mineure qui était gérée. Et j'avais commencé à comprendre, avec la clarté lente et terrible de quelqu'un qui ne veut pas arriver à une conclusion, que le compte n'allait pas être mis à ma disposition. Cette même semaine, la semaine où ma mère a cessé de répondre, ma sœur Brooke s'est fiancée. Daniel Ferraro, immobilier commercial. Beau de la manière des hommes qui le savent. Il l'a demandé en mariage dans un restaurant en ville avec une bague que ma mère a décrite plus tard comme enfin, quelque chose de vrai. L'attention de ma mère, qui avait toujours fonctionné comme un projecteur avec un arc limité, a achevé son pivot. Des pivoines importées de Hollande. Un lustre loué à une société d'événements spécialisée en Caroline du Nord. 180 invités, un dîner de 6 plats par un traiteur qui travaillait exclusivement à partir d'une liste de clients privés et avait un minimum de réservation de 12 semaines. Une robe sur mesure d'un atelier de mariée à Philadelphie.
135 000 $. Je connais le chiffre parce que ma mère l'a dit comme les gens disent les choses dont ils sont fiers, pas doucement. Pas avec la moindre conscience de ce qui se trouvait à 8 miles de là, dormant dans un fauteuil inclinable avec un corset dorsal et le compte à rebours d'un chirurgien qui s'égrenait. Je suis allé chez elle un dimanche. Elle était à la table de la salle à manger avec un classeur à 3 anneaux, des onglets de couleur, ivoire pour le linge, sauge pour les fleurs, sauge, ai-je remarqué, de la même couleur que les nouveaux rideaux de Brooke, dont on m'avait parlé à la place d'informations sur ma situation médicale. Je me suis assise en face d'elle. Maman. Le docteur Akindil dit que si j'attends après juin, je pourrais perdre la fonction permanente de ma jambe. J'ai besoin d'accéder au compte de Nana. J'ai besoin que tu signes l'autorisation. Elle regardait le classeur, l'onglet des fleurs, une photographie d'un arrangement de centre de table. Brooke en a plus besoin en ce moment. Je l'ai regardé. Elle a tourné vers l'onglet suivant. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte entre la salle à manger et la cuisine. Il m'a regardé. Il a regardé le sol. Il est retourné vers le garage. Tu es jeune, a dit ma mère. Elle a tourné une autre page. Tu te débrouilleras. Elle avait raison, de la pire manière possible. Je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé en faisant ce que j'ai toujours fait. J'ai évalué la situation, identifié ce qui était sous mon contrôle, et j'ai travaillé. J'ai demandé un plan de paiement médical à l'hôpital. 18 mois, 0% d'intérêt, le genre qui nécessite une vérification de crédit que j'ai failli ne pas passer. J'ai pris des heures de consultation le week-end pour une entreprise qui avait besoin de quelqu'un capable de lire des états financiers et qui ne demandait pas grand-chose de plus que de l'exactitude. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, un 2 pièces, au 3e étage sans ascenseur, parce que la différence de loyer était de 340 $ par mois, et 340 $ par mois sur 18 mois était un chiffre avec lequel je pouvais travailler. J'ai dormi dans le fauteuil inclinable pendant 14 mois de plus. J'ai porté le corset dorsal. Mon pied gauche s'est engourdi pendant des périodes de 4, 6 et une fois 9 heures, et je restais assise à mon bureau et je travaillais malgré tout parce que l'alternative était de ne pas travailler et ne pas travailler n'était pas une option. J'ai subi l'opération à 27 ans. Le docteur Akindil l'a réalisé. Elle s'est bien passée. Un cas d'école, a-t-il dit, de la manière dont les chirurgiens disent les choses dont ils sont satisfaits. La convalescence a nécessité 8 semaines d'activité modifiée et 2 ans de physiothérapie. La facture de l'hôpital s'élevait à 44 200 $. Je l'ai remboursée en 5 ans. Je n'ai plus jamais touché au compte UTMA, je n'ai jamais posé de questions à ce sujet, je n'ai jamais mentionné le grand livre de Nana. J'ai bâti mon cabinet. J'ai appris à trouver les chiffres que les gens espéraient que personne ne lirait. Je suis devenu très doué pour ça, et j'ai attendu. Pas consciemment, pas avec un plan, ou du moins pas un plan que j'aurais nommé à voix haute, mais quelque part sous le travail, sous les audits de facturation et les schémas de détournement de fonds et les modèles Excel qui reconstruisaient 11 ans de revenus écrémés. Quelque chose attendait avec la patience d'un chiffre qui sait qu'il a raison. 11 ans après m'être assise dans cette salle à manger et qu'on m'ait dit de me débrouiller, ma mère m'a appelé un mercredi matin. Elle pleurait de la façon dont elle pleurait quand elle voulait quelque chose, ce qui était différent de la façon dont elle pleurait quand elle était réellement dévastée, bien que j'ai passé assez de temps à étudier les deux pour connaître la différence. Wendy, c'est Brooke. J'ai attendu. Daniel est parti. Il y a 6 mois, il y avait des dettes. Des dettes professionnelles, disait-il, mais elles étaient aussi personnelles, et les comptes étaient joints et Brooke ne le savait pas. Elle n'en avait aucune idée, et maintenant elle est. De quoi Brooke a-t-elle besoin, maman? Elle a besoin d'une opération. Sa colonne cervicale. Elle a des symptômes depuis 1 an, et elle a finalement vu un médecin, et il dit que ça ne peut pas attendre, ça doit être fait dans les prochains mois où les lésions nerveuses pourraient être. Mon café était chaud. J'ai tenu la tasse à 2 mains et j'ai laissé la voix de ma mère passer à travers le téléphone. J'ai besoin que tu l'aides, Wendy. S'il te plaît, tu as construit quelque chose. Ton cabinet marche bien, tu pourrais. J'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. C'était la vérité, mais pas dans la direction que ma mère imaginait. 3 semaines plus tard, un samedi matin, je suis allé en voiture à la maison de Nana. La vente de la succession avait lieu le week-end suivant. Ma cousine Darla s'en occupait.
Elle gérait la propriété depuis que notre tante, la dernière personne à y vivre, avait déménagé en résidence assistée en février. Darla m'avait envoyé un texto pour me demander si je voulais quelque chose avant que la vente ne soit ouverte au public. Je voulais une chose. Le grenier sentait comme les vieilles maisons sentent quand elles ont été fermées en été. Chaud et immobile, isolant et vieux bois, et des décennies de silence accumulé. J'ai trouvé la boîte en cèdre sur la deuxième étagère d'une crémaillère autoportante, derrière 2 boîtes à chaussures et un calendrier enroulé de 1987. Loquet en laiton. Il a cliqué 2 fois. Comme il l'avait toujours fait. Le grand livre en cuir était à l'intérieur. Plus petit que dans mon souvenir. Comme le sont toujours les choses de l'enfance. Les dimensions révisées par le temps. Je me suis assise sur le sol du grenier avec le livre sur mes genoux et je l'ai ouvert à la première page. 7 ans d'écriture. L'écriture d'Edna Marsh. La même main ferme, sans gomme, qui m'avait appris la colonne A et la colonne B. Et comment un solde devient un solde. Virement d'anniversaire. 400 $. Chèque de dividende. 215 $. Dépôt de vacances. 500 $. Année après année, les colonnes se construisaient, le solde augmentait, la preuve d'une femme qui aimait sa petite fille dans le langage le plus durable qu'elle connaissait. Solde final, écrit au bas de la dernière page avec une encre légèrement plus foncée que le reste, comme si elle avait appuyé plus fort, 67 400 $, et en dessous, souligné une fois, pour Wendy. Les chiffres ne mentent pas. J'ai fermé le grand livre, je l'ai remis dans la boîte en cèdre, j'ai descendu la boîte. Puis je suis allé à mon bureau et j'ai envoyé la lettre de mise en demeure certifiée. Raymond Choi s'occupait d'affaires de recouvrement financier depuis 21 ans quand j'ai appelé son cabinet. Il était spécialisé dans les réclamations pour manquement à l'obligation fiduciaire, en particulier le détournement de fonds de compte de dépôt. Une catégorie d'affaires qu'il a décrite lors de notre premier appel comme plus courante que les gens ne le pensent et plus récupérable que les gens ne s'y attendent, surtout lorsque la documentation est solide. La documentation, lui ai-je dit, était solide. Il a eu l'accord UTMA original avant la fin de la journée. Le grand livre. Des copies certifiées conformes du certificat de décès de ma grand-mère et des registres d'établissement du compte. La lettre de mise en demeure à la coopérative de crédit. Les relevés sont arrivés 5 semaines plus tard. J'avais expliqué ma méthodologie à Raymond avant qu'il n'arrive. La façon dont un comptable judiciaire guide un client à travers ce que les preuves vont montrer avant qu'elles ne le montrent, pour qu'il n'y ait pas de surprise lorsque les chiffres se matérialisent. Il avait écouté attentivement puis avait dit, « Wendy, je veux être honnête avec vous. Même en sachant ce que vous m'avez dit, voir les relevés réels va être difficile. » Il avait raison. Le compte contenait 82 416 $ le jour où j'ai appelé ma mère depuis le parking du docteur à Kindle. 82 000 $. Là, en attente. Le jour où j'ai demandé. Je suis passé à la page 3. Les retraits ont commencé en mars. Le mois où Brooke s'est fiancé. 14 mars, 4 200 $. 28 mars, 6 800 $. 11 avril, 8 500 $. J'ai retrouvé la facture du mariage que ma mère avait envoyée à un groupe de discussion familiale par courriel avec pour objet le grand jour de Brooke. Résumé des fournisseurs. Envoyé de la manière fière et publique de quelqu'un qui veut que le chiffre soit vu. L'acompte pour le lieu de la grange, 8 500 $. Payé le 11 avril. J'ai tout vérifié, ligne par ligne. Le fleuriste, Pivoine de Hollande, la ligne de dépenses spécifique, correspondait à un retrait de 11 200 $ le 3 mai. La location du lustre de l'entreprise de Caroline du Nord, 6 400 $. Retrait daté du 19 mai, 6 400 $. L'acompte du traiteur, 14 000 $. Retrait, 2 juin, 14 000 $. L'atelier de mariée à Philadelphie, 9 800 $. Retrait, 15 juillet, 9 800 $. J'ai fait correspondre chaque bénéficiaire du résumé des fournisseurs à un retrait sur les relevés bancaires. Chaque date correspondait, chaque dollar. Le dernier retrait, celui qui a fait passer le compte de 4 116 $ à 0 $, était daté du 3 septembre. Le mariage de Brooke était le 7 septembre. L'argent de mon opération a payé les pivoines. L'argent de mon opération a payé le lustre.
L'argent de mon opération a payé le dîner de 6 plats et la robe sur mesure et les 180 invités et la photographie encadrée d'argent qui était toujours accrochée sur le mur de la salle à manger de ma mère, visible depuis la chaise où elle m'avait dit que j'étais jeune et que je me débrouillerais. J'ai annoté les 8 pages en rouge. Chaque écriture correspondante. Chaque date. 8 pages qui racontaient une histoire aussi clairement que n'importe quel grand livre qu'Edna Marsh avait jamais tenu. Les chiffres ne mentent pas. Ils attendent juste que quelqu'un soit prêt à les lire. Raymond Choi, un vendredi après-midi. Wendy, le cas de manquement à l'obligation fiduciaire est solide. Plus solide que la plupart de ceux que j'ai vus. Les protections de l'UTMA sont explicites. Les fonds de dépôt ne peuvent pas être utilisés au profit de personnes autres que le bénéficiaire désigné. Utiliser le compte pour financer le mariage de votre sœur est un détournement de fonds classique. Quelle est l'exposition ? Récupération du principal. 82 116 $ moins les dépenses d'éducation légitimes qui ont été documentées. Et d'après ce que j'ai examiné, il n'y avait aucune documentation, aucun reçu, rien qui ne puisse être qualifié d'exception éducative en vertu de l'UTMA. Plus, 11 ans de croissance d'investissement perdu, que notre expert financier peut calculer. Plus potentiellement des dommages et intérêts punitifs étant donné le caractère délibéré du calendrier. Une pause. L'estimation totale de la récupération, de manière conservatrice, se situe entre 130 000 $ et 145 000 $. Je suis resté silencieuse un moment. 135 000 $, ai-je dit. Dans ces eaux-là, oui. Le même chiffre que ma mère avait prononcé comme une écriture sainte. J'ai dit à Raymond de déposer la plainte. Le dîner de famille était l'idée de ma mère. Elle a appelé un dimanche avec la chaleur particulière qu'elle déployait quand elle avait un plan. Tout le monde vient. Je veux que nous soyons tous ensemble. 14 personnes. Elle a utilisé l'expression « arranger les choses ». Elle a mentionné que Brooke n'allait pas bien. Elle a mentionné que tante Carole était inquiète. Elle a dit qu'elle pensait que parler en famille serait utile. Elle avait préparé la pièce pour générer de la pression. Une table pleine. Des visages sympathiques. Brooke dans une Minerve souple. La photo de mariage sur le mur. Elle m'avait construit une scène. Je suis arrivé avec la boîte en cèdre. La table était exactement comme elle l'avait arrangée. La belle porcelaine. Les rallonges mises. La configuration particulière de personnes qui avaient été briefées sur leur rôle. Brooke au bout le plus proche de ma mère. La Minerve attirant une attention appropriée. Tante Carole à sa place habituelle avec son expression habituelle de grief préparé. Mon père près de la porte de la cuisine, regardant le centre de table. J'ai posé la boîte en cèdre sur la table. Pas de préambule, pas de salutation au-delà du minimum. J'ai ouvert la boîte, le grand livre, l'accord UTMA original, 17 pages, la signature de ma grand-mère sur la dernière page de sa main précise, 8 pages de relevés bancaires, annotés en rouge. Le résumé des fournisseurs du mariage imprimé à partir du courriel de groupe que ma mère avait envoyé avec l'objet Le Grand Jour de Brooke. Assorti au relevé avec des flèches de couleur que j'avais ajoutées au cas où l'alignement ne serait pas immédiatement clair pour les personnes moins habituées à lire des documents financiers. Je les ai disposés en séquence sur la table. Grand livre, accord, relevé, résumé des fournisseurs. 14 personnes ont regardé la table. Je n'ai pas encore regardé leur visage. J'ai regardé les documents et j'ai parlé comme je parle lorsque je présente des conclusions, précisément, sans éditorialiser. Ma grand-mère a ouvert ce compte en 1998. UTMA irrévocable à mon nom. Elle y a déposé de l'argent pendant 7 ans. Le grand livre montre chaque écriture. Solde final à sa mort, 67 400 $. Je suis passé au relevé. Le compte contenait 82 416 $ le jour où j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais besoin d'une arthrodèse vertébrale ou que je risquais des lésions nerveuses permanentes. J'ai posé mon doigt sur la date. Elle m'a dit qu'il ne restait presque plus rien. L'expression préparée de tante Carole avait changé en quelque chose de non scénarisé. Les retraits ont commencé en mars, le mois où Brooke s'est fiancée. Je les ai guidés à travers tout ça. Chaque ligne. Chaque fournisseur correspondant. Le lieu de la grange. Le fleuriste. Le lustre. Le traiteur. La robe. Je n'ai pas précipité les choses.
J'ai donné à chaque élément le poids d'une ligne dans un grand livre lu à voix haute. Le dernier retrait a eu lieu le 3 septembre. Le mariage de Brooke était le 7 septembre. J'ai posé le résumé des fournisseurs à côté des relevés. Chaque dollar est documenté. Chaque date correspond. Ma mère s'est levée. Sa voix avait pris le ton qu'elle prenait quand elle choisissait entre deux registres et se trompait. Comment oses-tu amener ça ici? C'est un dîner de famille. Ce n'est pas. J'ai engagé Raymond Choi, ai-je dit. Il pratique le droit des manquements fiduciaires depuis 21 ans. La lettre de mise en demeure a été envoyée vendredi. Manquement à l'obligation fiduciaire en vertu de l'UTMA. La récupération estimée, y compris 11 ans de croissance perdue, est d'environ 135 000 $. La pièce est devenue silencieuse comme le deviennent les pièces lorsqu'un chiffre que tout le monde présent peut calculer tombe. Le même chiffre. Son chiffre. Le chiffre qu'elle avait prononcé comme une écriture sainte. Elle a compris. Je l'ai regardé comprendre. Cela a traversé son visage comme la compréhension le fait quand elle n'est pas la bienvenue. Lentement, puis tout d'un coup. Elle a regardé la photo sur le mur. La photo de mariage dans le cadre en argent. Les pivoines de Hollande visibles en arrière-plan. Rose poudrée sur les planches peintes en blanc de la grange. Mon père n'avait rien dit depuis que je m'étais assise. Il regardait la nappe. Brooke n'avait rien dit non plus. Elle regardait les relevés. Elle faisait aussi le calcul. Je pouvais le voir. L'expression particulière de quelqu'un qui lit un document dont il ne connaissait pas l'existence et ajuste sa compréhension de sa propre histoire en conséquence. Les mains de tante Carole étaient à plat sur la table. Ma mère s'est tournée vers moi. Elle a joué sa dernière carte. Elle l'a jouée avec la même cadence qu'elle avait utilisée au téléphone 3 semaines auparavant. Les mêmes mots. Le même ton. Ta sœur a besoin d'une opération maintenant. S'il te plaît, aide-la. 14 personnes à table. La belle porcelaine. La photo de mariage scintillant sur le mur. J'ai regardé ma mère par-dessus le grand livre et les relevés et les 8 pages annotées d'un chiffre qui avait attendu 11 ans pour être soldé. J'ai dit, elle se débrouillera. Raymond a déposé la plainte officielle en octobre. L'équipe juridique de la coopérative de crédit, confrontée à la documentation de l'UTMA et aux relevés annotés, a réglé l'affaire en 60 jours plutôt que de procéder à la phase de communication des preuves. Le règlement? 130 400 $, structuré comme une récupération complète du principal plus la croissance calculée, moins une petite réduction que Raymond avait anticipée et que nous avions prévue. La photo de mariage encadrée d'argent est toujours sur le mur de ma mère, pour autant que je sache. Je ne suis pas retourné à la maison. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé depuis octobre. Elle a envoyé 2 courriels, que le bureau de Raymond a tous 2 traités. Mon père a appelé une fois, en novembre. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit qu'il était désolé. Je lui ai dit que je l'entendais. Je ne suis pas sûr de savoir quoi en faire pour l'instant, et j'ai décidé que ne pas savoir quoi en faire pour l'instant est une position acceptable. L'opération de Brooke a été couverte par une combinaison de sa propre assurance, qui s'est avérée meilleure qu'elle ne le croyait au départ, et d'un plan de paiement que l'hôpital a arrangé lorsqu'elle en a fait la demande. Elle se remet. Je le sais parce que ma cousine Darla me l'a dit, pas parce que ma mère me l'a dit. Je n'ai pas contribué aux frais de l'opération. Ce n'est pas une décision que j'ai prise avec froideur. Je l'ai prise avec la même méthodologie que j'applique à tout. J'ai évalué la situation, identifié ce qui était vrai, et agi en conséquence. La vérité était que l'argent pour ma propre opération avait été là, disponible, et avait été dépensé pour quelqu'un d'autre pendant que je dormais dans un fauteuil inclinable pendant 14 mois. La vérité était que je m'étais débrouillé. La vérité était que elle se débrouillera n'était pas une cruauté. C'était un fait, énoncé clairement, à une femme qui me l'avait énoncé 11 ans plus tôt et qui avait eu raison. Brooke s'est débrouillé. Les chiffres, comme Edna Marsh vous le dirait, ne pardonnent pas. Ils attendent juste que quelqu'un soit prêt à les lire. Et j'ai toujours été prête à les lire. La boîte encèdrée sur l'étagère derrière mon bureau. Le grand livre est à l'intérieur. Je l'ai sorti une fois depuis le règlement, un dimanche soir de décembre, quand le bureau était vide et que l'immeuble était calme. Je l'ai ouvert à la dernière page et j'ai relu la dernière écriture. 7 ans de dépôt.
Le solde s'accumulant de la main ferme et sans gomme d'Edna Marsh. Pour Wendy. Les chiffres ne mentent pas. Je l'ai fermé, je l'ai remis dans la boîte, j'ai cliqué 2 fois sur le loquet en laiton. Nana avait raison, comme elle avait raison sur la plupart des choses. Les chiffres ne mentaient pas. Ils avaient juste besoin que quelqu'un les lise enfin à voix haute. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.